vraiment accessible à tous, quel que soit le territoire, en milieu urbain ou rural. Qui redonne vraiment du pouvoir d'agir aux citoyens et qui réduit les inégalités au lieu de les creuser. Cela signifie pour moi qu'il y a eu un énorme bond en avant et notamment tout ce qui est administratif avec j'imagine une uniformisation en fait de tous les services pour simplifier en fait l'accès aux droits des personnes et j'imagine tout le monde connecté et en fait tout le monde à égalité en fait par rapport à ça et donc forcément moins de différence entre les familles, moins de différence par rapport à l'accès aux droits. Enfin voilà, l'égalité des chances pour tous au niveau du numérique. Et moi, je serai une super grand-mère parce que j'aurai mon assistant virtuel à la maison et je serai en capacité de faire tout ce que j'ai envie en faisant juste clic, clic. Ouf, ça nous paraît difficilement concevable. Mais ceci dit, ça voudra dire qu'on aura fait un bon bout de chemin, qu'on aura vraiment travaillé. Et il y aura sûrement du coup d'autres défis à relever. La médiation sociale, on dit souvent que ça a vocation à disparaître dès que le besoin disparaît. Donc si on n'a plus besoin de moi, vous me trouverez sur une plage avec une pina colada à la main et je saurai quoi faire, on fera autre chose, c'est tout. Cela signifie que la population s'est largement appropriée le numérique, que la culture numérique également est largement développée, au point que les internautes sont de plus en plus nombreux à se saisir des opportunités offertes par la Tech for Good, comme les Civic Tech, pour contribuer et modifier la société. L'impact également, c'est que les internautes se réapproprient leurs données personnelles et que les GAFAM n'ont donc plus pignon sur rue. Le numérique s'est effacé, c'est-à-dire qu'il est tellement intégré qu'on ne le voit plus, qu'on n'en parle plus en fait. Et la deuxième chose, c'est que si on a résorbé la fracture numérique, c'est qu'on a résorbé toutes les fractures, dont la fracture sociale, c'est-à-dire que, eh bien, il n'y a plus personne qui est au bord du chemin et on est effectivement dans une très grande utopie. Être résilient et être adaptable pour pouvoir la prochaine fois, la prochaine révolution qui ne sera pas numérique, pouvoir y répondre immédiatement. Des vacances des vacances, des grandes vacances. Non, ça signifie qu'on a réussi, je pense, à simplifier beaucoup de choses. On a réussi à automatiser aussi beaucoup de choses, notamment en matière d'accès aux droits. Il y aura toujours des technologies qui seront plus en avance sur l'appropriation du public et on aura toujours une question de fracture, même si ça ne porte pas sur les mêmes sujets. D'abord, ça signifie une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une inégalité majeure qui a été résolue en un laps de temps très court en plus, en 10 ans. Donc bravo, super. En tout cas, on aura travaillé très très dur pendant les 10 années qui viennent de s'écouler entre 2020 et 2030 parce qu'il y avait beaucoup de monde à former encore il y a 10 ans. Pour ce faire, il faut d'ores et déjà agir aujourd'hui et c'est bien l'affaire de nous tous. Qu'on n'aura pas seulement couru après des fractures apparues pour les résorber. Ça veut dire que peut-être à la source on aura su aussi inventer un nouvel internet qui réponde plus directement à des besoins réels des gens au lieu de leur imposer des procédures ou de créer des besoins, pour tout dire, parfois fictifs. Et donc on aura fait un travail très profond, presque de société, autour de ce que doit être cet outil et de sa fonction individuelle, privée, mais aussi sociale et sociétale. Donc ça veut dire qu'on aura fait une vraie transformation. Bonjour à tous et bienvenue pour cette plénière de clôture Agir pour l'inclusion numérique. On était ravis de vous retrouver toute cette semaine et ravis de pouvoir vous montrer ce petit film utopie, mais peut-être réalité pour certaines de vos réactions. L'ensemble des séquences de nos intervenants qui ont joué le jeu de la question utopie sera disponible également sur la plateforme dans les replays. Je suis très heureuse de vous retrouver. Dans quelques minutes, nous allons assister à une table ronde perspective sur l'inclusion numérique dans nos villes et nos métropoles qui sera animée par Jacques-François Marchandise. On a testé, retesté et retesté la connexion cette fois-ci. Donc normalement, nous aurons Jacques-François. Bonjour, je te vois sur le retour. Et à l'issue de cette plénière d'ouverture, nous allons aussi publier le nom des gagnants du quiz qui sera annoncé sur vos écrans et nous prendrons contact directement avec eux. J'en profite pour remercier nos partenaires
Ecomicro et CapScience qui vont fournir les lots pour ces gagnants. Merci beaucoup à eux. Merci à toute l'équipe, merci à tous les partenaires, l'équipe de Bordeaux Métropole et toute l'équipe technique, l'équipe de production. Personne n'a ménagé ses efforts sur ce sprint final de Agir pour l'inclusion numérique et nous étions très heureux de vous retrouver. Comme nous l'avons déjà mentionné, notamment lors de la plénière d'ouverture, Agir pour l'inclusion numérique est un événement labellisé numérique en commun. Nous avons la chance d'être officiellement un NEC local. Et dans ce cadre, nous avons eu le plaisir de travailler avec François Huguet. François, chercheur indépendant qui porte son regard et ses talents de sociologue sur le sujet de l'inclusion numérique. François, tu nous as fait l'amitié de passer cette semaine à surfer sur la plateforme Agir pour l'inclusion numérique. Et ce matin, tu te plies à l'exercice, pas si simple que ça, du rapport de la semaine. Et je t'en remercie. Merci à toi, merci pour cette invitation à venir témoigner de mon ressenti sur Aginum. Alors tu le disais, Aginum est un NEC local. NEC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire numérique en commun. C'est une sorte de marque qui est née en 2018 à Nantes lors du lancement de la stratégie nationale pour un numérique inclusif. NEC, numérique en commun, c'est des événements qui fédèrent ceux et celles qui agissent de manière coordonnée et forte face à l'urgence sociale que représente l'exclusion numérique et qui cherche à créer un cadre d'action plus collectif pour la médiation numérique. Alors, à une autre époque, on aurait appelé ça les assises territoriales de la médiation numérique. Il y a aussi la version assise nationale avec le NEC national, qui est un événement qui rassemble plus de 2000 personnes tous les ans depuis 2018, qui s'est tenu l'année dernière à Marseille et qui va se tenir, on l'espère, les 17 et 18 novembre prochains à Lyon. Et cet événement, donc Aginum étant labellisé NEC, eh bien, il se trouve que j'y interviens aujourd'hui, j'ai le plaisir d'y intervenir aujourd'hui, car j'ai comme mission de tisser des liens entre les différents numériques en commun, les différents NEC locaux qui vont se dérouler en 2020-2021. Je suis une sorte d'ambassadeur NEC, on a la carrière diplomatique qu'on peut, qui passera d'événement en événement afin d'essayer d'écrire une narration commune, de rencontrer les acteurs de ce numérique ouvert, éthique et inclusif que vous bâtissez. Notamment ici à Bordeaux Métropole. Et de ce travail de rencontre, de dialogue, nous allons en tirer des carnets, des objets tangibles que vous pourrez consulter et où vous retrouverez des reportages, des interviews, des éclairages sur les enjeux qui traversent vos activités, les réseaux que vous animez, etc. Voici donc pour la présentation de ce que c'est NEC, et je pense que c'était important que vous sachiez qu'on travaille avec la mission Société numérique à créer une narration commune de l'ensemble des événements NEC qui sont capables de donner du sens et de la cohérence à l'ensemble du dispositif, donc ces événements locaux et le national, de mettre en lumière les actions, les projets et les livrables que vous produisez et de les diffuser dans ce contexte pour les valoriser, de créer des connexions utiles entre les communautés d'acteurs, de renforcer leur utilisation et leur impact et de faire ressortir de chaque NEC local des enseignements et pistes d'action à d'autres. On essaye, avec cette mission, avec ce travail, de regarder ou plutôt d'enquêter en contexte sur la portée démocratique de la médiation numérique, ne pas chercher pourquoi, par exemple, une technologie est inclusive, mais plutôt de saisir à quelles conditions elle est inclusive. On essaye de mieux comprendre la manière dont tous ces acteurs qu'on a vus cette semaine sur Aginum, ces acteurs de la solidarité numérique, de la médiation numérique, des personnes qui luttent pour l'accès au droit, à l'insertion professionnelle, comment vous qualifiez votre travail, les situations dans lesquelles vous êtes et de quelle manière vous donnez du sens afin de pouvoir déclencher des actions adaptées à ces différents contextes. Et c'est peut-être sur ça précisément que j'aimerais revenir pour ce rapport hebdomadaire d'Aginum 2020. Ce serait vous mentir que vous dire que j'ai pu écouter tout le monde et suivre l'ensemble des interventions et des ateliers, des tables rondes. L'animation quotidienne des tables rondes ont fait en sorte que j'ai pu suivre une bonne demi-douzaine d'ateliers et de tables rondes. Mais en jetant un coup d'œil au programme, en discutant avec Gilles, avec Sophie, avec les personnes qui sont venues ici à Bordeaux sur ce plateau, et puisqu'on est également un peu aussi en physique, je me rends compte qu'il y a 3 éléments qui me semblent très importants à souligner. Premièrement, et je crois que ça va devenir le marronnier qu'on ressortira désormais avec la médiation et la solidarité numérique, le révélateur que la crise de la Covid a été pour montrer à l'ensemble des Françaises et des Français l'importance de la solidarité numérique et des acteurs multiples qui la composent. On peut prendre un exemple pour ça, la plateforme Solidarité numérique à laquelle
beaucoup de personnes qui, je pense, nous écoutent ici ont participé. Je pense notamment aux acteurs qui composent le hub numérique aquitain Ubique. Et voilà, ça c'est un des exemples qu'on pourrait citer. Cette plateforme a témoigné, elle témoigne encore aujourd'hui, d'une dynamique, d'une alliance de différents milieux. Je pense aux entreprises, au monde de l'éducation populaire, à l'action sanitaire et sociale, à la documentation, au monde des makers et à différents services publics qui méritent vraiment d'être salués. La Covid-19, cette crise a en quelque sorte permis à cette alliance multiple d'émerger et il nous reste aujourd'hui à capitaliser autour de cela, même si on doit être conscient que la solidarité numérique, elle est souvent plus efficace quand elle est pensée de manière micro que macro. Moi, je me méfie des solutions qu'on appelle massifiables. Les travaux des sciences humaines et sociales sur le sujet montrent que c'est bien en adaptant au contexte, au public, etc., qu'on trouve des solutions d'inclusion numérique efficaces. Deuxièmement, et ce point découle directement du premier, cette crise nous a montré l'importance de faire apparaître ce qu'on appelle des communs numériques, des communs informationnels, du moins de travailler à faire émerger ces communs pour faire en sorte que chacune et chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice de la solidarité numérique et que cette solidarité numérique puisse se partager librement. Un exemple de ça, hier après-midi, j'animais une table ronde et j'ai eu le plaisir de discuter avec Sandrine André de la métropole européenne de Strasbourg, Jérôme Vallée de la métropole de La Rochelle, Elisabeth Le Faucheur de la métropole de Brest. Et j'ai été témoin vraiment de la convergence qui existe à créer des outils pour que l'offre de médiation numérique rencontre la demande de public en inclusion numérique. Et à ce titre, il y a des outils, des schémas territoriaux, des stratégies, des contrats territoriaux. Vous savez, tout ce langage qu'on utilise pour parler de ces approches qu'on met en place pour lutter contre l'exclusion numérique. Tout ça, ça se ressemble, mais malheureusement, on constate qu'à d'autres endroits, il y a des outils pour construire ces schémas et ces contrats qui vont utiliser des outils propriétaires. Et qui dit solution propriétaire dit bien souvent coût, non-opérabilité, interopérabilité entre autres bases de données et captation et récupération de ces données qui sont pas ouvertes. Un exemple de ça, encore une fois, pour aller sur ça, quand on répertorie les acteurs de la médiation numérique d'un territoire avec Google Maps, eh bien, c'est quelque chose de, je crois, assez peu pertinent, car la base de données qu'on va générer, elle ne va pas forcément être transférable, intégrable à d'autres outils. On ne va pas pouvoir justement mettre en commun cette cartographie, ce travail qu'on a fait. Troisième point qui me semble important à présenter aujourd'hui, on constate que aussi la solidarité numérique est un objet qui permet de faire converger des mondes, de les mettre en dialogue. Et ce dialogue prend souvent place dans ce que certains appellent les lieux infinis, ces fameux tiers-lieux qui agissent comme de vrais connecteurs bien souvent, comme des espaces où une convergence d'idées, une convergence d'acteurs devient possible. Les hubs numériques inclusifs travaillent d'ailleurs en ce sens et il faut saluer le travail qui mène à animer ce que j'appelle moi ces archipels de pratiques, de dynamiques, qui s'efforcent à attaquer la logique de silo pour passer à celle justement de l'archipel, de la créolisation, dirait Édouard Glissant, qui me semble qualifier très bien les acteurs et les dynamiques de la médiation numérique. Pour finir, et je dirais que je vais parler de ce que certains considèrent comme un gros mot, le fait de dire que la médiation numérique, la solidarité numérique se doit, me semble-t-il, à mon avis aujourd'hui, d'être intersectionnelle. C'est-à-dire qu'elle doit se placer à l'intersection de plusieurs formes d'exclusion pour devenir véritablement pertinente et véritablement efficace. Elle a commencé à se positionner à cette intersection en se rendant compte au final assez récemment qu'équiper des usagers en ordinateur, ça ne résolvait pas une supposée fracture, mais que ces fractures, elles devaient prendre un S, qu'elles étaient multiples, qu'elles étaient intriquées les unes aux autres. Et je dois dire qu'à ce titre, cette semaine sur la solidarité numérique à Bordeaux Métropole a été emblématique à mes yeux de cela. Ça a été un véritable lieu, une véritable plateforme du coup en ligne pour penser et pour construire l'action de demain. Et je vous félicite de cela. Et toutes les vidéos justement qu'on pourra voir en replay à Testeront de Média. Encore une fois, je vous remercie pour cette invitation à venir témoigner. Je vous dis un immense bravo pour l'organisation de cet événement dans ce superbe lieu qu'est Cap Science. Et je te redonne la parole, Sophie. Merci beaucoup François pour ce petit rapport et ton regard sur cette semaine. Le carnet NEC Bordeaux, je te pose la question, est-ce que tu as une petite idée du timing de quand nous aurons l'occasion de le découvrir ? On va essayer de le terminer pour la fin septembre.
parfait et on ne manquera pas de l'imprimer en suffisamment d'exemplaires pour vous tous chez vous, pour que vous puissiez avoir ce carnet, cet objet qui sera un retour sur cette semaine que nous l'espérons, vous avez apprécié suivre depuis chez vous ou depuis vos bureaux. Avant de passer la parole à Jacques-François, nous allons regarder un petit film. Nous avons préparé un film sur les actions en faveur de l'inclusion numérique outre-Atlantique. En fait, on a voulu faire un petit travail de veille pour un peu élargir nos horizons et pourquoi pas trouver quelques inspirations. Je sais que tu as travaillé, toi, notamment sur Détroit, la ville de Détroit aux États-Unis. Voilà, donc on vous a préparé un petit film. Et puis ensuite, Jacques-François, est-ce que tu nous entends? Tu nous reçois? Et parle pour voir si nous, on te reçoit aussi. Alors j'accepte de parler. En fait, je vous entends et je ne vous vois pas. Je vois l'image de notre ami François figé, mais je vous devine en tout cas. Très bien. Merci beaucoup Jacques-François. On te retrouve tout de suite après pour la table ronde et on va regarder tout de suite le petit film que nous avons préparé. L'inclusion numérique, un sujet mondial. La question mérite d'être posée, car les difficultés d'accès et de maîtrise des outils numériques font l'objet d'attention dans tous les pays, dans toutes les régions et dans toutes les villes du monde. Y compris dans des endroits où on a longtemps pensé que le numérique était une question secondaire. Le monde entier opère sa transformation numérique et l'accès à Internet devient une des clés du développement. Il est fréquent de comparer la situation des métropoles françaises avec leurs consoeurs européennes. Aujourd'hui, nous avons voulu faire un saut outre-Atlantique pour nous faire une idée de la façon dont le thème est abordé dans des métropoles de taille comparable. Nous nous sommes donc penchés sur les villes d'Austin, de Charlotte, de Kansas City, Seattle, Portland ou New Haven. Le premier enseignement, c'est que 3 points reviennent souvent et font systématiquement partie des politiques publiques locales. La formation, la connexion et l'équipement. La formation, tout d'abord. Toutes les villes ont à un degré ou un autre un programme destiné à offrir des prises en main, des séances de formation à la fois à des logiciels et des outils informatiques, mais aussi à la culture du web, la culture du numérique, la protection de la vie privée ou la protection des données, par exemple. La question de l'équipement est une autre constante. Elle prend très souvent la forme de politiques de reconditionnement et de dons d'ordinateurs fixes distribués aux particuliers, à des associations, voire même à des écoles spécifiques publiques les plus nécessiteuses. Les villes que nous avons observées ont également un troisième axe fort, celui d'offrir, de subventionner ou de faire offrir à tarif réduit, voire nul, les connexions Internet filaires pour certains foyers. Mais l'action sur la connexion passe aussi par l'installation de Wi-Fi publics, accessibles soit dans des bâtiments publics, soit dans des espaces publics type ouvert, type place, parc ou jardin. En plus de leurs actions sur ces 3 points, certaines villes développent des projets spécifiques originaux. Par exemple, Seattle ne se contente pas de mettre en place des points de Wi-Fi publics. Pour répondre à des situations particulières, à des publics à besoins spécifiques ou pour traiter une demande ponctuelle, la ville déploie des points Wi-Fi mobiles, facilement installables et démontables. Austin a fait de la compréhension des besoins un préalable absolu et s'est doté d'un véritable observatoire, avec une grande enquête sur des milliers de personnes et des évaluations d'étapes. C'est ce type d'outil qui lui a permis de repérer des paradoxes. Par exemple, ce sont les personnes les mieux connectées à la maison qui utilisent le plus les Wi-Fi publics. Ceci a permis de les repositionner dans des endroits plus utiles. Portland se distingue par une tonalité très politique, un engagement à très haut niveau, des prises de parole visant à donner une importance très haute au sujet de l'inclusion. Le sénateur Ron Wyden a appuyé le discours municipal avec des phrases choc, telles que « l'Internet est un service universel aussi important que l'eau », par la dénonciation de la fracture digitale comme étant un élément qui sape nos démocraties aujourd'hui et qui empêche les personnes de pleinement vivre leur vie dans notre monde.
Kansas City, qui a affiché l'ambition de connecter toute sa population, s'est distingué par l'utilisation des cartes interactives ou de la data visualisation pour mieux comprendre ce qui ne va pas. Et c'est ce travail qui a permis de montrer que dans des zones à faible revenu, en dépit de la disponibilité du très haut débit, les résidents ne souscrivaient pas d'abonnement. L'étude terrain déclenchée ensuite a montré que l'explication n'était pas strictement budgétaire. De très nombreux habitants n'étaient tout simplement pas au courant des offres ou les considéraient comme un besoin superflu. Cela renvoie à la question du sens et de la motivation. Ce tour d'horizon nous a permis de voir que la question de l'inclusion numérique se pose dans des termes très similaires aux nôtres outre-Atlantique, et surtout qu'elle est loin de se résorber d'elle-même. Plus on s'y intéresse, et plus il apparaît qu'elle constitue une opportunité et un risque au moment de construire des villes inclusives et des sociétés ouvertes et justes. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Jacques-François Marchandise, je suis délégué général de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, et je vais avoir le plaisir d'animer cette séquence. Alors pour l'instant, je l'anime un petit peu les yeux bandés, et comme ça serait le cas dans une émission de radio, puisque je ne vois que l'autre intervenant à distance, Pierre Mazet, que je vois très bien, mais en revanche, je vous entends parfaitement. Donc ça prouve une fois de plus que les questions d'appropriation du numérique sont une cible mouvante, et qu'au fond, ça n'est que les 4 ou 5 premières décennies qu'il nous faut pour ne plus être débutants, et que dans pas longtemps, ça ira mieux. En tout cas, je suis très heureux d'être autour de la table avec vous de cette Aginum 2020 et de voir qu'il se passe en ce moment quelque chose qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire c'est probablement le moment où on change de braquet dans le traitement de l'inclusion numérique, qui a été trop souvent dans les toutes premières années vu sous un angle palliatif de rattraper les retardataires et de se poser la question de qui n'est pas encore connecté à l'industrie numérique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les termes du débat, tels que François Huguet les a rappelés il y a un instant, sont vraiment posés dans des points qui concernent la cité, qui concernent l'appropriation sociale, qui concernent une vision plus ouverte de l'inclusion. Et je pense qu'en plus, on est dans un moment assez particulier où si on n'agit pas, c'est plus grave que ça ne l'était. Si en revanche on agit, on ouvre et on dégage beaucoup plus de potentiel qu'on ne le faisait dans le passé. Et cette semaine Aginum montre à quel point on est à la fois avec l'inclusion dans un champ de solidarité et dans un champ d'innovation sociale, pédagogique, territoriale assez riche. Alors pour cette table ronde de conclusion, de clôture d'Aginum, nous allons avoir le plaisir d'avoir 4 intervenants. Delphine Jamet, qui est conseillère métropolitaine déléguée au numérique à Bordeaux Métropole, mais qui a aussi une autre casquette qui est celle d'adjointe au maire de Bordeaux, chargée de l'administration générale, de l'évaluation des politiques publiques et de la stratégie de la donnée. Bonjour Delphine Jamet. Bonjour. Nous allons avoir également Bruno Faregno, qui est adjoint à la maire de Blanquefort, au cadre de vie au patrimoine communal, à la voirie et au réseau, aux espaces publics et au numérique. Bonjour Bruno Faregno. Bonjour. Clément Dulude, qui est le directeur du développement de Ubique. Donc tout à l'heure, François Huguet nous a dit un mot sur ce que c'était que Ubique, le hub de l'inclusion numérique en Aquitaine, et donc qu'on est tout à fait heureux d'avoir avec nous. Et puis, bonjour Clément. Bonjour. Et Pierre Mazet, qui est sociologue, qui est en direct depuis Grenoble et qui est notamment un des spécialistes avancés des questions d'accès au droit en matière de numérique. Bonjour Pierre. Bonjour Jacques-François, bonjour à vous.
On est dans le grand bain de l'inclusion numérique, dans un paysage national très riche que François a évoqué il y a un instant, mais on est aussi sur un territoire très particulier en la matière, qui est sans doute un de ceux qui joue le mieux la carte de l'écosystème. Et si j'avais à rappeler en fait le rôle que joue la ville de Bordeaux en la matière avec le soutien de Bordeaux Métropole, je voudrais mettre en avant les trois projets capitaux et puis avec d'autres qui sont en cours de réflexion. Le premier, c'est le Centre Sésame de Bordeaux avec les actions qui sont menées aussi bien en matière de formation des acteurs sociaux à l'inclusion numérique et en tant qu'espace de médiation numérique. La formation des acteurs sociaux, c'est un champ très riche et important. Donc depuis 2 ans, en l'occurrence, on parle de 250 acteurs sociaux qui ont été formés, de 78 structures différentes. Et puis, en tant qu'espace de médiation numérique, c'est l'accueil de plus de 500 personnes depuis 2018, plus de 7000 heures d'accompagnement en 2019. Donc, on est avec un dispositif qui, j'allais dire, fait boule de neige et fait levier de bien des façons. La deuxième chose sur laquelle je pense que c'est pas un fait unique, mais une singularité de Bordeaux et de quelques territoires qui essaient d'aller à fond dans ces problématiques d'inclusion, c'est l'animation d'un écosystème de solidarité numérique. On n'est pas simplement en présence d'un acteur qui va dire c'est moi qui fais ou qui va saupoudrer des moyens, mais une mise en capacité et la création depuis 2016 du réseau groupe numérique inclusif qui rassemble plus de 140 professionnels de l'action sociale intervenant en faveur de l'inclusion numérique. Probablement une singularité qui devrait être plus développée, c'est que on est vraiment en présence d'acteurs de l'action sociale qui interviennent sur le numérique, alors qu'à beaucoup d'endroits, c'est nous, les acteurs du numérique, qui sont venus avec nos gros sabots vouloir expliquer l'action sociale à des gens qui y étaient déjà depuis pas mal de temps. Là, on est vraiment dans une approche transformatrice très très riche et qu'il faut saluer. Et puis, ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui nous a rassemblés cette semaine, c'est-à-dire la manifestation annuelle Agir pour l'inclusion numérique, avec en apport considérable le fait que la communauté des professionnels de l'action sociale se fédère à cette occasion, se croise avec des acteurs issus davantage du numérique, et que un débat se nourrit, qu'il y a des outils qui sont partagés, qu'il y a des contenus et des connaissances et des analyses qui sont partagées. Donc, approche écosystémique qui est fertile, hein, qui est installé dans un terreau bordelais aquitain qui a déjà 2 bonnes décennies d'élan en la matière, mais qui, avant ces efforts-là, n'arrivait tout simplement pas à se structurer au-delà du cercle des premiers héros pionniers de la chose. Et puis, troisième chose, c'est il suffit pas de dire qu'on fait, il suffit pas de mettre en place des dispositifs et un écosystème. Il y a aussi la boîte à outils. Il y a aussi la production d'outils qui est un des points forts. Le livre blanc de la solidarité numérique, le guide numérique pour tous qui a été réalisé en 2019 et qui recense les structures, 46 structures de la ville de Bordeaux par exemple, et avec l'ambition d'avoir un prochain tome à ce second semestre 2020 qui va concerner les 28 communes de la métropole, donc un outil à portée très élargie, et puis la contribution au site numérique solidaire qui propose des ressources, des publications et des informations, site qui est conduit et animé par Médiacité et qui depuis janvier 2019 compte aujourd'hui 3600 visiteurs uniques par mois et 81 000 pages visitées. Donc c'est des ressources riches, c'est un dispositif qui est déjà assez complet et qui en fait pose une méthode et une démarche qui va être plus qu'intéressante à discuter ce matin et à prolonger. Et donc je vais commencer par passer la parole à Delphine Jamet pour
vous proposez de nous rappeler sur un premier sujet qui est la connexion et l'aménagement numérique du territoire, puisque l'inclusion sans réseau, ça ne peut pas trop fonctionner, ce qu'est aujourd'hui, en tant qu'à l'échelon métropolitain, la situation sur la métropole bordelaise et puis votre perception en la matière. Donc Delphine, c'est à vous. Merci. Ma perception en la matière, pour le coup, elle est plutôt positive. Je pense qu'un gros travail a été fait par la métropole sur l'aménagement du territoire en termes de réseau, notamment via la délégation de services publics Inolia depuis 2006 pour la mise en place du réseau fibre pour les entreprises et en partenariat avec les opérateurs pour les habitants et les citoyens de la ville de Bordeaux, de la métropole. Excusez-moi, je suis des fois un peu auto-centrée. Il faut que j'arrive à me décentrer de ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, hier, les opérateurs nous disaient que 87% des habitants de la métropole étaient éligibles à la fibre. Ce qui ne veut pas dire que 87% des habitants sont connectés à la fibre. Donc, il y a tout un travail à faire encore, je pense, d'évaluation pour voir comme ça. Je n'ai pas les chiffres, donc c'est un chiffre que j'aimerais bien avoir, de savoir combien il nous reste de personnes à se connecter à la fibre. Et justement, c'est un des indicateurs qui peut être intéressant en termes d'inclusion numérique, pour voir où, quand et comment, qui n'est pas connecté et quel travail on peut amener un peu aller plus loin pour apporter ce numérique haut débit à toutes et à tous sur le territoire métropolitain. Ça, donc c'est un des indicateurs qui est vraiment important et on l'a vu dans le petit film d'ailleurs, qui avait la cartographie du réseau et ils ont vu qu'il y avait des endroits où les gens n'étaient pas raccordés. Mais c'est un travail à mon avis très intéressant qu'il va falloir faire dans notre observatoire métropolitain de l'inclusion numérique, qui me semble essentiel. Et pour les sites d'entreprise, on est aujourd'hui à plus de 1000 sites d'entreprise qui sont connectés via Inolia. Et donc, les délégations de services publics, il reste encore 5 ans pour finaliser l'aménagement du territoire dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, une situation où il y a des potentiels, mais la question de la réalité de cette appropriation des réseaux reste devant nous probablement. Deuxième sujet important, celui de l'accès aux droits. Et donc, tout simplement, on le sait parce qu'une des clés, une des inquiétudes qu'on peut avoir avec l'inclusion numérique, c'est que le numérique ajoute à la difficulté d'accès aux droits qui préexiste. C'est un vieux sujet de l'inclusion. Et donc, la question de savoir si le numérique, c'est vraiment une facilité d'utilisation des sites, des services, des formulaires, et si, au fond, il intervient en substitution au risque de fermer des guichets, ou si, au contraire, il y a un potentiel. Est-ce que, Pierre Mazet, je vais te passer la parole sur ta lecture des rôles que joue le numérique en matière de difficulté des usagers sur l'accès aux droits. Oui, merci Jacques-François. Alors, assez rapidement, parce qu'on est dans un temps contraint et forcément, il y aurait beaucoup de choses à dire un peu sur la question, sur cette question qui est de, finalement, est-ce que les opérateurs, les collectivités, les grands organismes de sécurité sociale qui ont dématérialisé beaucoup de leurs services, de leurs produits, ont mis en place ce qu'il fallait pour lutter contre la fracture numérique ou les exclusions numériques. Des choses importantes à rappeler un peu préalablement. De fait, des difficultés d'accès aux droits, il y en avait avant la dématérialisation. S'il est entendu que la dématérialisation a pu apporter des difficultés nouvelles, elles sont venues pour certaines s'ajouter ou surajouter à des difficultés d'accès aux droits qui étaient d'ordre procédural, qui avaient des motivations assez variées, et qui renvoient à toute la thématique du non-recours aux droits et services qui trouvent pour le coup des explications qui ont été pas mal documentées. C'est typiquement ce que signalait Sophie en introduction. Il y a une offre qui existe comme la fibre ou le Wi-Fi public, là, tout à l'heure dans l'exemple d'Austin, si je me souviens bien. Et le fait de ne pas connaître l'offre fait que les gens n'y vont pas. Donc les difficultés d'accès aux droits, elles renvoient tout à un ensemble de problématiques. Le fait est que la dématérialisation, même si on a un petit peu du mal à le mesurer précisément, a créé des difficultés nouvelles pour certains publics, et elle est venue redoubler, retripler des difficultés pour d'autres.
Autre aspect qui fait que ce n'est pas évident d'avoir une réponse unique et globale sur cette question-là, c'est qu'on parle des usagers, des services publics et de la dématérialisation, et tout ça est bien sûr forcément beaucoup plus hétérogène. La difficulté qu'on peut avoir à faire sa déclaration d'impôt en ligne une fois dans l'année, ou la nécessité de suivre son dossier administratif quand on est bénéficiaire d'un minimal social, qui suppose beaucoup d'interactions avec diverses administrations, on n'est pas du tout dans les mêmes cas de figure. On n'est pas dans les mêmes difficultés d'usage et on n'est pas dans les mêmes situations d'usagers. De même qu'il y a une grande variété des usages numériques, il y a aussi une grande variété des usages administratifs et tout le monde n'est pas du tout égal en la matière. L'autre chose qui fait que c'est délicat de répondre d'une manière globale, c'est qu'on est dans quelque chose de très mouvant. La dématérialisation, elle n'est pas terminée. Elle s'est engagée, elle va se forcifiant, elle va se généralisant. Il y a des objectifs de 100% de dématérialisation des services publics administratifs régaliens essentiellement à horizon 2022. On est en cours. Donc il y a des procédures et des dématérialisations qui ont eu lieu, et puis ça continue, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être d'autres difficultés qui vont émerger. Ça a été assez sensible sur la question de la dématérialisation de la déclaration d'impôt, qui a fait sortir du bois, j'ai envie de dire, des nouveaux publics, en particulier des publics âgés, qui jusqu'à là n'avaient pas finalement de nécessité de se connecter, donc pas de difficulté à le faire. Plus la dématérialisation est obligatoire, et plus forcément elle génère des difficultés potentielles. Donc tout ça pour dire que c'est difficile d'avoir une vue globale compte tenu de ça, d'autant plus que les actions qui sont mises en place sont assez souvent locales. On peut suivre effectivement les annonces de niveau national des grands organismes de sécu ou de sécurité sociale ou des grands services publics qui dématérialisent, mais c'est souvent au local que les choses se font et c'est au local que les questions se posent. Et de ce point de vue, on est un peu dans ce que François Huguet évoquait tout à l'heure. C'est vrai que ça se construit de fait, les problèmes et les réponses se construisent quand même assez souvent localement sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? Très manifestement, il y a eu il y a eu une reconnaissance du problème de la fracture numérique ou de l'exclusion numérique, sans jouer sur les termes, et la prise de conscience des services publics, effectivement, comme l'a dit le défenseur des droits, la dématérialisation avait été faite un petit peu à marche forcée, perçue de manière un peu brutale par des acteurs locaux, souvent, qui avaient à compenser un petit peu leurs effets en termes d'accompagnement du public. Et depuis 2 ans, il me semble, enfin la stratégie nationale pour un numérique inclusif et puis le secrétariat d'État au numérique ont quand même très largement placé la focale sur ceux qui sont éloignés du numérique, alors que jusque-là, on était quand même davantage sur la France dans les classements européens pour montrer à quel point elle faisait bien en matière de dématérialisation. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un souci. Il y a eu quand même beaucoup de remontées des acteurs de terrain, des associations, de tous ceux qui accompagnent les personnes précaires et d'autres pour dire ça va trop vite. Il y a des gens qui ne savent pas faire, il y a des gens qui ne sont pas équipés, il y a des gens qui sont perdus dans ces choses-là. Et je crois que maintenant, c'est à peu près clair pour toutes les administrations de services publics de manière générale que voilà, il y a une vraie question à cet endroit et qu'il faut s'en occuper. Du coup, quelles sont un peu les modalités de réponse et où est-ce qu'on en est un petit peu aujourd'hui, sachant que, et je le répète parce que c'est vraiment une dimension importante, il y a des niveaux, il y a une hétérogénéité des réponses territoriales qui est extrêmement forte en la matière. C'est d'ailleurs assez caractéristique là, dans les exemples que tu donnais, Jacques-François ou François Huguet tout à l'heure. Il y a des territoires qui très clairement sont engagés sur ces questions-là ou se sont engagés et qui ont donc développé un certain nombre de choses en matière de stratégie pour un numérique inclusif, localement, à jouer le jeu partenarial, à se mettre en réseau et en lien avec qui des collectivités, qui des acteurs de la médiation numérique. Et donc on est sur une hétérogénéité territoriale qui est assez forte, même s'il y a des outils qui tentent d'homogénéiser un peu tout ça. Ce qui me semble, moi, assez manifeste, c'est que derrière cette prise de conscience, il y a le fait qu'il faut penser l'accompagnement et les médiations en matière, pour le coup, d'accès au droit, mais pas seulement, mais ça part très souvent de là, un peu au-delà du réflexe premier qui a été, notamment dans des grandes administrations d'État, d'embaucher des services civiques
à fond les ballons, j'allais dire, parce qu'ils étaient disponibles et pas très chers, sans penser du tout leur formation, les modalités d'apprentissage et un peu de pédagogie du numérique, leur connaissance des publics ou autres. On a vu un grand mouvement d'embauche de services publics et on voit maintenant soit le retrait de ces services publics, des services civiques, soit la formation de ces services civiques. En l'occurrence, en Bretagne, c'est des choses qui sont pensées. Effectivement, les services civiques sont plutôt jeunes, donc plutôt dotés a priori en termes de capacité digitale. Pour autant, c'est pas pour ça qu'ils savent apprendre aux autres à se servir des outils et apprendre à faire du numérique administratif. Et là, on voit bien que maintenant, ce réflexe un peu automatique, il passe par une phase un peu de réflexion à se dire, il faut peut-être former les personnes qui vont être en contact avec les publics et là pour les accompagner. Et donc les former et faire un peu plus attention à ça. La question de la formation, pour le coup, des agents qui sont en contact et qui accompagnent, se pose de plus en plus et on le voit à des tels niveaux et par des demandes de formation au niveau des CNFPT et généralement qui peuvent porter aussi bien sur les agents en contact que sur l'intégralité d'un service. La ville de Rennes a formé l'ensemble de ses agents en question de médiation numérique et s'est très largement engagée là-dedans. Donc la reconnaissance des questions de fracture ou de difficultés numériques des usagers a eu notamment pour effet la prise de conscience qu'il fallait former les agents qui étaient en contact avec ces usagers, voire assurer des compétences numériques de base pour les agents. Parce que les usagers ont servi un petit peu pendant quelques temps, on va dire, de paravent à la question un peu taboue et les agents des collectivités ou les agents en contact, où est-ce qu'ils en sont du numérique eux-mêmes, sachant qu'ils ont rarement une formation dans leur apprentissage professionnel. L'autre chose qu'on voit assez clairement ressortir, et là on est typiquement sur le modèle un peu des archipels qu'évoquait tout à l'heure François, c'est qu'il y a des territoires qui lancent des stratégies pour un numérique inclusif, qu'elles se dénomment comme ça ou pas. C'est souvent comme ça que ça se fait, c'est-à-dire qu'il y a l'un des acteurs du territoire qui engage la discussion et un tour de table avec les partenaires, histoire de sortir du réflexe qui était un petit peu premier là aussi des services publics, de proposer des réponses qui étaient spécifiques à leur service. C'est-à-dire qu'on avait la reconduction, Olivier, j'entends le micro en retour, on avait la reconduction d'un effet de silo qui avait déjà été produit en termes d'interface, c'est-à-dire que c'est ce que les usagers trouvent aussi compliqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes sur le fait qu'il y aurait une manière d'uniformisation de l'accès aux services publics numériques. Et en fait, on se retrouve avec des services publics numériques numérisés un petit peu de manière silotée. Et typiquement, les réflexions qui se basent à un niveau territorial, ils essaient de faire sauter ces silos pour avoir une démarche un peu globale qui tienne compte des habitants d'un territoire et pas simplement... Vous m'entendez? Okay. Donc, je finis là-dessus. Donc, les hubs qui très clairement vont créer une dynamique territoriale, d'échelons territoriaux un peu variés qui agitent sur ces questions-là les partenaires. Et l'autre outil qui me semble aussi assez intéressant et dont il faudra mesurer les effets, c'est les passes numériques qui, sur les territoires où j'ai pu un peu regarder, et indépendamment des effets qu'ils produiront dans le temps, mettent les acteurs d'un territoire autour de la table pour se poser la question de l'exclusion numérique et du rapport à l'accès aux droits. Voilà, donc on est dans quelque chose qui est en train de se faire. Difficile de tirer des bilans immédiatement, mais il y a eu très clairement une prise de conscience. Il y a des outils qui existent. Et je pense que c'est clair pour la majorité des responsables des services publics aujourd'hui qu'on peut difficilement faire sans une prise en compte, en l'occurrence, des possibles exclusions numériques produites par la dématérialisation des services. Merci beaucoup Pierre de cette riche contribution sur ce sujet pas tout simple de l'accès au droit, qui est un sujet qui préexiste. Alors d'une part, j'ai le bonheur de voir effectivement une image où le plateau physique est sous nos yeux, donc je suis ravi de sortir d'un exercice purement radio pour ma part, et d'autre part, vous n'hésitez pas dans la suite des interventions peut-être à revenir sur des points signalés par Pierre. J'ai l'impression qu'il y a quand même en toile de fond le fait que les démarches actuelles peuvent éviter le pire, hein, c'est-à-dire une exclusion numérique qui aggrave l'exclusion en matière d'accès aux droits. On n'est pas encore en train de se dire voilà un numérique qui
potentialise, et il y a peut-être eu, on pourra en parler, des moments dans l'épreuve du confinement où on a pu voir ça, c'est-à-dire au fond un numérique qui amène un renfort assez précieux dans des situations où l'accès physique au guichet est quelque chose qui est devenu impossible, ou quelque chose qui est par ailleurs parfois compliqué pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité, ou parfois des personnes qui ont tout simplement des difficultés d'horaire pour aller dans les guichets physiques. Donc c'est une question qui reste ouverte, mais sur laquelle les clés que tu viens de nous donner sont tout à fait précieuses. Au-delà de l'accès, au-delà de l'accès au réseau, au-delà de l'accès au droit, au-delà de l'accès à l'information, il y a quelque chose qui est une toile de fond très importante de l'inclusion numérique, qui est au fond ce que parfois on appelle culture numérique, ce qu'on appelle éducation au numérique, et la question d'une pédagogie numérique grand public. Et c'est un peu le troisième sujet que je voudrais vous proposer, Madame Jamet et Monsieur Faregnaud, d'aborder. C'est la question au fond de ce que pourrait être, selon vous, une éducation au numérique pour tous, y compris une éducation populaire, y compris des formes d'appropriation. On a parlé tout à l'heure de quelques angles comme les données, la crise de l'attention, etc. Est-ce que vous avez l'une et l'autre des éclairages à nous apporter sur les façons dont vous voyez ce champ de la pédagogie numérique vers le grand public? Je vais commencer. Effectivement, alors pour moi, c'est un sujet qui est très important en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, on dit le numérique, c'est merveilleux quand même, mais ça exclut. Mais le numérique, c'est merveilleux, mais ça pose aussi beaucoup de problèmes en fait. Donc, alors, je vais vous donner juste quelques chiffres que j'avais pris au moment de faire un peu le programme municipal de la ville de Bordeaux. Et je m'étais renseignée, j'avais trouvé une étude qui se faisait au niveau de l'ARS, me semble-t-il, et avec des chiffres pour le département de la Gironde, qui dit que 40,7% des élèves de 6e disposent d'un écran dans une chambre, qu'il y a plus de garçons que de filles qui ont un écran dans une chambre. Quand je parle d'écran, je parle de télévision, smartphone, tablette ou ordinateur, que dans les zones d'éducation prioritaire, 47,4% d'enfants disposent d'un écran dans une chambre. Donc, en fait, on voit qu'aujourd'hui, l'accès au matériel, de 6e, donc on a un accès au matériel en 6e, finalement un peu plus dans les quartiers en zone prioritaire, d'éducation prioritaire au niveau des collèges. Et ça amène plusieurs sujets. C'est-à-dire, finalement, on peut avoir accès pour l'éducation au numérique. Mais qui dit accès à un écran dit aussi problématiques sanitaires autour des écrans, d'addiction autour des écrans, d'usage des écrans le soir, donc un problème pour l'endormissement des enfants, et donc derrière un échec scolaire. Donc on a ici tout un pan, un gros problème lié au numérique, qui est comment on accompagne et les enfants et les parents dans la maîtrise de cet outil numérique. Et parce que derrière, ça va aussi générer de l'exclusion numérique, c'est-à-dire qu'on fait un usage récréatif plutôt qu'un usage d'accès au droit ou d'accès à l'éducation ou d'accès à la culture dans le grand sens du terme, qui n'est pas forcément récréatif, mais d'apprentissage. Et en fait, tout ça, on le fait peu ou pas assez. Et c'est un pan entier, à mon avis, qu'il est urgent de développer au sein des écoles. Et là, on se trouve ici à Cap Science, et tout à l'heure, j'ai eu la chance de discuter avec le directeur de Cap Science, qui a un programme qui s'appelle Curieux, et justement, qui amène justement ces sujets sur la table pour les enfants et les adolescents, en disant, mais attention, voilà, le numérique, il y a ça, mais l'effet pervers, il y a ça aussi. Et donc ça, c'est vraiment des projets qu'il faut absolument développer, me semble-t-il, parce qu'il faut qu'on fasse de nos enfants et de nos adolescents des bons usagers du numérique pour, quand ils se retrouveront en tant qu'adultes dans une situation de non-exclusion numérique, mais en plus, me semble-t-il, pour aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais donc je suis une élue écologiste, et il y a un énorme impact carbone sur le numérique. Donc comment on leur apprend à bien utiliser le numérique pour limiter leur empreinte carbone et l'empreinte carbone de la France, et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui 60% finalement des flux de données qu'on utilise, c'est juste de la vidéo. Donc, quand on dit vidéo, alors aujourd'hui on est en mode vidéo, donc pour de l'apprentissage, pour de la formation, voilà, je dis pas que toute la vidéo est mauvaise, bien entendu, mais il n'empêche que 60% de la vidéo,
n'est pas de la formation, n'est pas un usage culturel, n'a pas un usage pour le bien commun, on va dire. Et donc là, il faut avoir un apprentissage sur ces usages. Et vraiment, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'accompagner les enfants dans les écoles sur leur empreinte numérique, sur leur identité numérique, parce que tout ça derrière, ils vont le garder pendant toute leur vie sur Internet, et donc sur les usages, sur comment on accompagne les parents, parce que le numérique génère beaucoup de frustration chez les enfants. Donc comment on accompagne les parents pour gérer ces frustrations, parce qu'il faut arriver à frustrer ses enfants par rapport au numérique. Et j'en parle d'autant plus facilement que j'ai un enfant de 13 ans et qui me réclame un téléphone portable depuis qu'il est en CM1, et là il va rentrer en 4e, donc il va l'avoir, mais ça fait 4 ans de bataille parentale pour l'accès à ce téléphone, pour l'accès au numérique. Et donc maintenant, on est dans l'apprentissage de l'usage de ce numérique. Donc là, on a tout un grand champ, me semble-t-il, d'actions publiques à mener dans ces domaines-là. Merci Delphine Jamet. Alors moi, je rebondis un peu sur un ou deux des points que vous avez mentionnés, et notamment vous disiez sur les problématiques de sommeil et au fond de dérive. On peut se rappeler qu'il y a quelques mois, le patron de Netflix avait dit, au fond, notre dernier grand rival, c'est le sommeil. C'est-à-dire au fond un numérique qui s'attaquerait à un des facteurs fondamentaux de la santé publique et de celle de nos enfants par surcroît, c'est quand même pas mal. Et en revanche, on voit aussi les potentiels que vous pointez sur l'éducation et sur la culture scientifique et technique, et donc potentiellement aussi l'éducation populaire. De notre côté, à la FING, on a une marotte qui est la question de savoir quand les données environnementales rentreront dans les salles de classe. Quand est-ce qu'on arrivera, par exemple, à faire que les données environnementales de mon territoire servent à la fois en géographie, en sciences et vie de la Terre, et puis accessoirement pour enrichir l'éducation à l'environnement et l'éducation au numérique d'un même coup. Donc je profite d'avoir des élus en face de moi pour vous le partager. Je vais juste rebondir, d'où ma stratégie de la donnée dans ma délégation. Un peu. Et voilà. Donc, pour avoir plus de transparence, plus d'accès à la donnée, etc. Ça rentre tout à fait là-dedans. Super, on aura l'occasion d'en parler. Bruno Faregno, de votre côté également, c'est une problématique, cette pédagogie numérique qui vous est chère. Donc je vous laisse la parole. Oui, merci. Tout d'abord, nous sommes une commune bien moins importante que Bordeaux, 16 000 habitants. Mais on a la particularité d'être une commune qui a investi très tôt, dès début des années 2000, dans l'usage du numérique. Alors à la fois à l'interne de la collectivité, dans l'usage administratif, dans l'usage, je dirais, pour faciliter le travail de nos équipes, pour faciliter aussi le lien avec la métropole de l'époque, avec donc la communauté urbaine de Bordeaux à l'époque. Et donc très rapidement, on a été amené à se poser la question de la réaction de la population par rapport à ce développement, c'est-à-dire comment on utilisait l'outil non pas en tant qu'outil interne uniquement, mais aussi un outil de communication vers la population pour lui faire comprendre comment se mettaient en œuvre les programmes sur lesquels nous nous étions engagés en début de mandature. Et donc au fur et à mesure, on a été amené à travailler à la fois sur cette dimension technique, quels étaient les outils les plus adaptés à la réponse, je veux dire, de communication administrative, et quels étaient les outils les plus adaptés à la communication citoyenne, sachant que, bien évidemment, on avait aussi en tête un certain nombre d'objectifs, notamment autour du papier, qui était quand même une grande culture dans la communication politique et institutionnelle. Alors, donc, l'un des objectifs auxquels on s'est attelé assez tôt, finalement, c'était comment peut-on donner une culture citoyenne du numérique à notre population, et comment, le deuxième objectif, peut-on éviter de laisser des gens sur le bord du chemin. Donc sur la culture citoyenne, pour nous, c'était d'abord toucher l'ensemble de la population et lui permettre d'échanger avec nous et lui permettre de réagir avec nous sur nos projets, mais aussi c'est de favoriser le sentiment d'appartenance collective qui est quelque chose qui manque terriblement aujourd'hui dans notre société et dans notre collectivité, et donc sur lequel nous avons décidé de travailler ensemble avec les relais de la population,
les relais associatifs, et y compris aussi les relais politiques, bien évidemment. Alors nous, on est parti sur trois objectifs pour essayer d'être concret. D'abord, avant de parler d'éducation, avant de parler de formation, il faut déjà solutionner la fracture numérique au sens des zones blanches, au sens très pragmatique. Amenons le numérique sur l'ensemble de la commune. On a travaillé avec la métropole sur le sujet. Aujourd'hui, on est en train de travailler énormément, bien sûr, sur la fibre. Et on essaie d'identifier non seulement les zones blanches, mais aussi les zones blanches, j'allais dire, sociales, c'est-à-dire les endroits où on a une partie de la population qui passe au travers, faute de moyens. La deuxième chose, notre préoccupation, c'était effectivement d'éduquer les jeunes le plus tôt possible aux usages du numérique, un usage le plus responsable, le plus éthique possible. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit ma collègue, on est complètement d'accord. Cette difficulté qu'on a vis-à-vis de l'enfant, de sa maîtrise de l'écran, on y est tous confrontés, et en tant que parents, on y est confrontés aussi en tant qu'élus. Et on a, nous, d'ailleurs, beaucoup d'interrogations sur un usage pédagogique abusif dans les écoles. Par exemple, on n'est pas chaud du tout, nous, sur le numérique à l'école maternelle, même si demain, il devient une consigne de l'éducation nationale. Pour le moment, on n'est pas du tout sensible à ça. Ce qu'on veut surtout aussi, c'est donner cette culture citoyenne. Quand je disais tout à l'heure une culture citoyenne du numérique, c'est apprendre les droits et devoirs du numérique. C'est pas toujours aussi facile que ça. Les droits, on les comprend assez vite. Les devoirs, il faut apprendre des notions sur la protection individuelle de la vie privée, par exemple, qui échappe complètement aux gamins au départ. Et on se retrouve avec des situations d'harcèlement dans le pire des cas, mais aussi on se retrouve aussi avec des situations où l'enfant, il adhère à des sites sans savoir que derrière, ses parents peuvent se trouver engagés, y compris financièrement. C'est aussi le respect de la propriété intellectuelle. L'ordinateur, c'est très pratique pour copier des films, c'est très pratique pour copier de la musique, mais derrière tout ça, il y a des réglementations, et c'est arrivé à tout le monde un jour de recevoir un petit message désagréable parce qu'un de vos gamins avait copié un film. Accompagner aussi les populations, surtout les plus fragiles, dans l'apprentissage du numérique. Le numérique, il est entré partout dans notre vie. Il est entré dans notre vie administrative, les démarches administratives, les achats, les loisirs. Et donc, il faut là aussi essayer d'être vigilant à ce qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin, y compris dans l'acquisition des matériels. J'y reviendrai probablement au cours de cette table ronde sur ce qu'on a fait pour les écoles et pour le milieu scolaire. Mais en tout état de cause, le travail, c'est aussi l'accompagnement à la formation. On a décidé de revoir notre politique d'investissement au niveau du CCAS, où on a ce que vous décriviez tout à l'heure très très bien, des démarches administratives sur lesquelles on est obligé d'aider le troisième âge aujourd'hui, et pas uniquement les familles défavorisées. Basculer du jour au lendemain sur une déclaration d'impôt obligatoire par le numérique, ça pose un problème énorme, quantitativement et qualitativement, d'information et de formation et d'accompagnement des personnes âgées, par exemple. Ensuite, on a également décidé, pour toucher les plus jeunes et toucher aussi les intermédiaires que sont les associations, d'investir dans un projet qui est un service numérique au sein de notre médiathèque, qui a pour thème FIL, donc la formation, l'innovation et le ludique, et autour de l'ensemble de ces trois thématiques, on permet de découvrir et de faire un apprentissage ou de perfectionner sa pratique du numérique, aussi d'utiliser un poste numérique qu'on n'a pas forcément à la maison, avec des postes qui sont accessibles gratuitement pour les enfants et certains adolescents, avec éventuellement un accompagnateur, bénéficier aussi de permanences de professionnels qui permettent d'accompagner des démarches administratives. À ce niveau d'ailleurs, je voudrais juste souligner en guise de conclusion, nous avons décidé de travailler à la création d'un service d'écrivains publics numériques habilités pour aider très concrètement un certain nombre de démarches administratives. Et si nous avons décidé de le faire, c'est quand même un peu dans un flou juridique, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur les personnels aidants, entre le fait d'accompagner, par exemple, sur les impôts, d'aider la personne à remplir elle-même le numérique, et avec certaines familles, la tentation de certains de nos techniciens ou de nos fonctionnaires de remplir à leur place. Qu'est-ce qui se passe si la personne, par exemple, n'a pas fait correctement l'information de ce technicien qui remplit la feuille d'impôt? Qui est responsable, etc. Donc,
On est en chemin, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, entre autres grâce à ce partenariat avec la métropole, qui vont continuer, mais on a un vrai sujet d'accompagnement le plus tôt possible sur, encore une fois, les droits, mais surtout aussi sur les devoirs. Merci Bruno Faregno. Ce que je trouve très intéressant et stimulant dans vos deux interventions, c'est que l'un et l'autre, vous pointez au fond les ambivalences du numérique. D'une part, on voit à quel point, donc, Bernard Stiegler est décédé il y a peu de temps et c'était un des grands penseurs du numérique. C'est important de lui rendre entre autres hommage sur sa formulation du numérique comme pharmacone, à la fois poison et remède de différents aspects. Vous l'avez montré de pas mal de façons et entre autres choses en montrant les potentiels et la mise en capacité. Je me souviens sur Blanquefort, pour ceux qui n'ont pas connu cette période, que vous aviez certainement été la première ville à vous attaquer avec Brest, il faut toujours dire en même temps que Brest, à vous attaquer à l'appropriation par vos associations du numérique en ayant des formes de marathon d'accompagnement des acteurs associatif pour qu'ils aient tous, il y a une bonne quinzaine d'années, leur site web. Donc fabriquer le terrain, c'est quand même quelque chose d'assez fort, et les propos éducatifs, vous les racontez aussi en continuité entre éducation populaire, formation et diverses formes de public. Pour poursuivre cet échange, tout à l'heure, Delphine Jamet, je me suis adressé à vous plutôt en tant qu'élue métropolitaine à l'entrée, mais en tant qu'élue municipale pour le coup, en tant qu'adjoint au maire. Comment est-ce que ce sujet de la solidarité numérique et de l'inclusion numérique, vous pouvez nous dire comment la ville peut l'aborder en tant qu'échelon de proximité? D'abord, je pense qu'effectivement, c'est un très bon échelon pour aller au plus proche des habitantes et des habitants de la ville. Donc, ça, il n'y a pas de remède à ça. Enfin, c'est vraiment la ville et le proche des échelons. Après, on voit ici, d'ailleurs, cette semaine a été organisée par la métropole. Donc, c'est vraiment du travail collaboratif avec les services de la métropole qui ont en charge le numérique, puisqu'on a mutualisé cette question au sein de métropole. Mais c'est aussi une question très sociale. Et aussi une question d'éducation, aussi une question liée aux associations. Donc, c'est une question qui est très globale, en fait. Donc, l'inclusion numérique ne doit pas... Tout à l'heure, j'ai entendu ce qui se disait. Effectivement, c'est intersectionnel. On ne peut pas l'avoir que par un biais, que par un prisme. Sinon, on va se tromper. Et donc pour nous, c'est vraiment urgent de bien faire un état des lieux clair de la situation pour ne pas se tromper vers où on veut aller. Et donc, tout à l'heure, ce que je disais, c'est aussi un gros facteur d'exclusion. Donc on l'a dit pour l'accès aux droits, mais aussi un facteur d'exclusion sociale, tout simplement parce que des personnes sont tellement accro au numérique qu'elles vont se refermer sur elles-mêmes et ne plus avoir de lien social avec l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial à prendre en compte aussi. En fait, finalement, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup de cette exclusion-là que génère le numérique. Donc on a une exclusion effectivement d'accès aux droits et qu'il faut traiter, sur des domaines sur lesquels il faut aller, et où on va, et où on voit d'ailleurs l'écosystème qu'il y a ici, qui est présenté tout au long de la semaine. On voit qu'il y a un vrai dynamisme, et donc comment renforcer ce dynamisme, aller encore plus loin, accompagner, ne pas réinventer ce qui est déjà fait aussi, parce que souvent les politiques ont cette tendance à dire bon, ben, je vais rentrer là-dedans et je vais faire ça, mais en fait non, ça se fait déjà. Et donc le but, c'est d'accompagner pour voir comment on peut aller plus loin, faire mieux, avec plus de moyens, ou des fois pas forcément besoin de plus de moyens, mais juste de la coordination, de mettre des gens en réseau pour le faire un peu mieux. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un des points très importants. Et effectivement, après, on va avoir aussi quand même toute une question liée à l'accès, on en a parlé hier lors de la table ronde, de l'accès quand même à des abonnements. Donc, quelle est la marge de manœuvre de la ville sur ces questions-là? Peut-être un travail à mener aussi avec les bailleurs sociaux pour aller plus loin dans l'offre que les bailleurs sociaux peuvent amener au niveau des raccordements à la fibre et des abonnements qu'ils peuvent proposer. Alors, ça se fait déjà, ce que nous disait hier SFR, ils le font, mais pour l'instant, on n'a pas de retour d'expérience aussi, savoir combien il y a effectivement de personnes qui s'abonnent, etc. Donc, il faut évaluer tout ce qui a déjà été fait pour voir si on peut le décupler, aller un peu plus loin. Il y a aussi des partenariats à
à voir avec l'État sur ces sujets, puisqu'il y a quand même des financements sur ces sujets-là aussi, donc ce qui est quand même assez nouveau. Donc il faut s'engouffrer, je dirais, dessus. Des partenariats à mener avec le département de la Gironde, avec la région, et ne pas travailler tout seul dans son coin sur ces sujets, et vraiment le faire dans cet écosystème pour aller encore plus loin et essayer de résoudre ce problème, parce que je pense, comme on disait, il y avait le problème de toute façon avant pour l'accès à l'administration en droit, avant le numérique, donc ça y sera toujours, parce que là on parle d'illectronisme, mais il y a le problème de l'illettrisme aussi, donc tant qu'on n'a pas résolu aussi le problème de l'illettrisme, on ne pourra pas résoudre tout le problème de l'électronisme, donc voilà, c'est quelque chose de très global et il faut mener tous ces fronts de bataille en commun, quoi. C'est une cible mouvante, hein. On l'entendait dans la vidéo introductive, les petits utopies, l'idée de se dire, bon, bah, est-ce qu'on va arriver à un moment où on aura réussi à surmonter ces difficultés. Alors je vois une question du public qui vous est adressée, Bruno Faregno et Delphine Jamet, en illustration. Pour s'inscrire à des événements métropolitains et municipaux de Bordeaux, beaucoup de formulaires ont une rubrique donnée numéro de téléphone obligatoire à saisir. Or, tous les citoyens ne sont pas équipés de téléphone personnel. Comment est-ce que dans ces formulaires, on peut ne plus rendre cette rubrique obligatoire de façon à ne pas renforcer l'exclusion? Donc, point pratico-pratique, on n'est pas forcé de l'instruire maintenant, mais c'est intéressant de l'entendre maintenant. Non, mais alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord, parce que j'ai fait le formulaire aussi. Et d'ailleurs, ce que j'ai demandé aussi, c'est que le site, quand il sera mis en ligne avec tous les replays, on n'ait pas besoin de s'inscrire sur le site pour pouvoir accéder au replay. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Si vous n'êtes pas inscrit sur le site, vous ne pouvez pas avoir accès au replay. Donc ça, c'est important aussi qu'on ouvre finalement cette semaine de communication au plus large public possible, parce qu'on a touché beaucoup de monde, mais ça serait bien d'élargir encore un peu plus. Donc je pense qu'effectivement, il faut faciliter quand même ces formulaires. Et des fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de formulaires? C'est aussi besoin de toutes ces données personnelles pour pouvoir s'inscrire quelque part. C'est un vrai sujet. Donc c'est aussi dans la stratégie et de la donnée et de la protection des données personnelles aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de renseignements sur les personnes pour pouvoir bien gérer le dossier de la personne, ou pour pouvoir justement participer à ce genre de réunion? Et j'en conviens tout à fait. Et précisément, puisqu'on se dit tout un ensemble de choses qu'on pourrait faire, je pense que dans le petit quart d'heure qui nous reste dans cette table ronde, c'est important de se poser la question des souhaits et des perspectives. Alors, d'une part, j'aimerais bien entendre aussi Clément Dulude du côté de Ubique. Clément, on a parlé du hub, on a mentionné le rôle que ça jouait et l'importance de la dimension d'écosystème. Et je pense qu'à ce titre, tu es aussi au contact de beaucoup de signaux du terrain et de signaux des démarches des acteurs du territoire. Donc je voudrais commencer par te donner la parole à ce sujet, et que plus globalement on se parle de perspectives, éventuellement de projets qui sont dans les tuyaux. Donc à toi Clément, si tu le veux bien. Merci Jacques-François, tout à fait. Le maître mot un petit peu qui a été évoqué depuis le début de cette table ronde, c'est la logique de commun, la notion de commun, la logique de coordination des acteurs, parce que tu l'as évoqué au début, la thématique du numérique, de l'inclusion numérique est de plus en plus présente, que ce soit au niveau des acteurs publics, des acteurs privés, collectivités locales, État, entreprises, associations, tiers-lieux, et c'est heureux, je pense qu'on ne peut que s'en satisfaire, mais néanmoins, on remarque vraiment plusieurs, on va dire, problématiques justement au niveau de cette coordination. C'est important, je pense, de comprendre en fait d'où vient ce manque de coordination, parce qu'avec en fait le numérique est un élément un peu éthéré, en tout cas très transversal. Le premier élément, c'est l'urgence. C'est vrai que depuis la crise du Covid a mis tout le monde en oscillation en fait sur ce sujet, en se disant il faut un équipement, il faut une connexion, il faut un accompagnement aux usages, et donc beaucoup d'initiatives se sont mises en œuvre, et une nouvelle fois on s'en satisfait. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple sur l'équipement. Une fois qu'on s'est rendu compte que le confinement
imposait d'avoir accès à plusieurs équipements au sein d'un même foyer pour assurer le télétravail, la continuité éducative, parfois aussi la télémédecine ou encore simplement le loisir. On s'est rendu compte que la plupart des familles, et notamment les plus précaires, ne disposaient pas de ces équipements. Très bien. Et donc, chacun dans ses compétences territoriales, les compétences aussi dans ses valeurs, dans ses convictions, chacun en fait a mis en place un projet. Et donc, on a pu retrouver pêle-mêle justement Bordeaux Métropole et la ville également qui ont procédé à des dons d'ordinateurs, également la préfecture dans le cadre de la politique de la ville, également des associations comme Emmaüs Connect, la Fondation Break Poverty, la Fondation Simplon, également les collèges, les conseils. Voilà, je pourrais continuer comme ça. Et donc, c'est un exemple qu'on a retrouvé, qui était vraiment le plus flagrant en termes de coordination. Et malheureusement, ce n'est pas la multiplication de dispositifs silotés qui va pouvoir permettre, de manière un peu avec une certaine main invisible, de bien répartir ces équipements, de faire en sorte que les familles s'en saisissent de manière appropriée. L'essentiel vraiment pour cette coordination, et on a parlé du terme d'intersectionnalité, notre secrétaire d'État en propos introductif lundi a évoqué le terme holistique. Je trouve que ces deux termes se rejoignent beaucoup, et donc je rajouterais peut-être une distinction. Une distinction justement sur deux points. La première chose, c'est on a besoin d'une politique holistique, d'une part, qui prenne en compte l'individu dans sa globalité. L'individu dans ses besoins vis-à-vis de ses droits, de manière prioritaire bien sûr, mais vis-à-vis également de son employabilité, vis-à-vis de sa citoyenneté, vis-à-vis de son accès à la culture. Et donc pour ça, c'est justement essentiel de travailler, puisque chacun dans ses capacités ne peut pas décemment en fait assurer l'ensemble ne peut pas en tout cas répondre à l'ensemble de ses besoins. Et il y a aussi une deuxième composante, je dirais, dans cette logique holistique. Et bon, ça peut parfois être un terme un petit peu discutable, mais c'est aussi rationaliser les moyens, puisque donc je vais reprendre la question de l'équipement. Il y a eu la question de l'achat et des fonds disponibles pour acheter des équipements, finalement, c'était pas ça le problème, pour une fois. Pour une fois, c'est de l'investissement, et l'investissement, on sait le financer, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais néanmoins, il y a une question de comment est-ce qu'on cible finalement les personnes qui en bénéficient, comment on arrive à suivre qui en a bénéficié, comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on s'assure que la prise en main a été efficace. Donc cette coordination, voilà, on en a besoin pour mettre en place une politique d'accompagnement holistique et pour aussi rationaliser et donner peut-être un petit peu plus d'efficacité à l'ensemble de ces politiques publiques et aussi des actions associatives qui peuvent être mises en place sur le sujet. Maintenant qu'on a dit ça, voilà, comment on fait, quelle solution Pour moi, il y en a. Je dirais qu'il y en a plusieurs. Je dirais qu'il y en a trois essentiellement. La première chose, c'est en effet de partager la question de la donnée que Delphine Jamet évoquait tout à l'heure est vraiment primordiale pour partager justement en fait un diagnostic, et surtout partager des priorités d'action. Et donc se retrouver par exemple autour de dispositifs comme former la professionnalisation des acteurs sociaux sur la thématique numérique, sur des dispositifs aussi comme le pass numérique. Pierre Mazel évoquait tout à l'heure le simple fait qu'il y ait en fait ce dispositif de pass numérique de l'État va permettre à toutes les parties prenantes d'un territoire de s'interroger autour de ce dispositif, alors qu'il n'est pas toujours évident certes, mais en tout cas il a cette vertu de mettre autour de la table les parties prenantes pour se questionner sur quels sont mes publics cibles, qui les accompagne, comment est-ce que je les touche, quelles sont leurs difficultés particulières, est-ce qu'on a des personnes en situation d'illettrisme, de handicap, etc., etc., etc. Et donc, on a une gouvernance finalement à mettre en place à 3 niveaux, qui était d'ailleurs une des recommandations de la stratégie nationale, avec des orientations nationales très fortes, qui sont aujourd'hui avec un portage politique qu'on peut également saluer, un échelon de mise en œuvre, et donc qui justement là s'adapte vraiment au territoire. C'est le micro dont parlait tout à l'heure François Huguet, qui s'adapte en fonction des territoires. Ça peut être la ville, la métropole, parfois le conseil départemental, comme c'est le cas dans la Creuse avec l'appui du réseau TELA, qui est un réseau de tiers-lieux. C'est le cas également au niveau des Pyrénées-Atlantiques avec la Fibre 64 qui coordonne un réseau d'inclusion numérique à l'échelle donc du département. Et entre ces deux, justement, un échelon qui donne des orientations, qui donne des moyens également, qui donne des dispositifs communs pour avoir justement des bases de discussion communes. Et
entre voilà, cet échelon et l'échelon de mise en œuvre, où là, on a une connaissance du territoire beaucoup plus fine. On parlait la dernière fois, par exemple, avec des agents de la politique de la ville qui connaissent parfois à la cage d'escalier près leur territoire. On a besoin justement d'un espace de mise en commun. D'un espace de mise en commun qui permettra justement sur ces sujets où on s'interroge tous finalement de notre côté, sur des sujets transverses. On a besoin de cet échelon de mise en commun pour créer des outils, pour accompagner des déploiements comme celui du pass numérique, comme des stratégies d'inclusion numérique. Et donc, pour donner, voilà, peut-être après une explication un petit peu très administrative, pour donner par exemple du concret, et pour répondre à ta question, Jacques-François, justement sur le sujet de quels projets justement peuvent favoriser ces coordinations, je vais vous en donner un. C'est le sujet de la formation des acteurs sociaux. Le sujet de la formation, encore une fois, plutôt, je préfère le terme professionnalisation sur le sujet des compétences, de l'accompagnement au numérique. C'est un sujet qui a été identifié littéralement par l'ensemble de nos partenaires. La nécessité de donner les outils, de sensibiliser les acteurs de l'accompagnement social à cette thématique. Non pas pour en faire des médiateurs numériques ou vraiment des professionnels de l'accompagnement numérique, mais néanmoins pour apporter un premier niveau de réponse à aux personnes justement en situation d'électronisme qu'ils pourraient rencontrer. Sur ce sujet, justement, nous, on souhaite pouvoir mutualiser, puisque c'est un projet qui concerne tout le monde. On a des questions au niveau de comment est-ce que je caractérise mes besoins, quelles offres, quelles formations sont disponibles, quelles formations sont pertinentes, et surtout comment je finance cette formation. Ces questions-là se posent au niveau des mairies, des agglomérations, des communautés de communes, au niveau des conseils départementaux et même de la région, voire même de l'État qui est en train de travailler sur un plan national. Et donc, pour ça, nous, on a justement souhaité mettre en place, avec plusieurs partenaires, un langage commun, à la fois pour donner des outils pour que chacun puisse se reposer sur des outils communs pour diagnostiquer les besoins de son territoire en matière de formation, puisse avoir un référentiel commun d'une offre de formation et donc puisse avoir des éléments communs de discussion sur ce sujet et également mutualiser les financements. Et pour moi, plutôt que de créer des instances de discussion partenariales, alors on en fait, je ne vais pas me cacher, on fait des comités de pilotage, mais je pense qu'il y a besoin de réunir majoritairement autour de dispositifs comme le pass numérique, comme celui dont je viens de vous parler sur la formation des aidants, et également sur des problématiques aussi très concrètes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le sujet de la sécurisation juridique, quand on fait les démarches avec ou à la place de, c'est essentiel. Et je terminerai aussi surtout en disant qu'en reprenant le micro, la question de la donnée et surtout la question de l'usager, parfois, plutôt que de faire des grandes armatures de politique publique et de gouvernance, il faut parfois partir de l'usager, de ses spécificités pour construire justement une solution partant du terrain. Merci beaucoup Clément. Donc beaucoup de richesse dans ce que tu nous présentes, mais avec au fond en ligne directrice le fait que la coordination, la mutualisation, l'approche commune, la concertation dans la mise en œuvre, c'est certainement ce qui pourrait sous-tendre une bonne approche des perspectives d'avenir. Je rebondis seulement sur un des points que tu as mentionné, qui est celui très important de la formation numérique des acteurs et des intervenants sociaux. Moi j'ai une marotte que beaucoup connaissent, qui est le fait de dire faisons l'inverse aussi. Formons aussi les acteurs du numérique aux problématiques sociales et aux questionnements sociaux. Sinon, on ne fera que de la diffusion du numérique et ça serait pas terrible. Au fond, si on veut aider, par exemple, sur l'accès aux droits, il faut comprendre l'accès aux droits. Si on veut accompagner des acteurs du numérique à comprendre ce que c'est que la fracture administrative, ça sera parfois plus fertile que l'inverse même. Et donc, il y a parmi les projets d'avenir et les perspectives, il y en a un qui vous est cher, je crois, et puis tu viens de parler de données, qui est celui d'un observatoire de l'inclusion numérique à l'échelle de Bordeaux Métropole. Est-ce que, Delphine Jamet, vous pouvez nous en parler peut-être ? Moi, j'avoue que j'arrive au bon moment. Enfin, je suis très heureuse d'arriver à ce moment-là en conseillère communautaire déléguée au numérique au niveau de Bordeaux Métropole et avec mon poste d'adjoint à la ville de Bordeaux, parce que effectivement, c'est quelque chose qui est indispensable. Et par rapport à ce que vous veniez juste de dire juste avant, enfin, moi, j'aime bien dire ça, c'est qu'il faut savoir d'où on part pour savoir où on va. Et pour ça, il faut absolument faire un bon état des lieux. Et donc, du coup, il faut avoir de la donnée, mais aussi avoir des enquêtes qualitatives
qualitative, parce qu'on ne peut pas faire que d'un observatoire ou avoir des informations que d'un point de vue purement statistique. C'est pas, surtout dans ce domaine d'ailleurs, je pense que c'est pas du tout envisageable et à envisager, donc il faut bien le prendre dans sa globalité. Et donc j'ai pas pu écouter la table ronde d'hier soir, j'ai voulu le faire ce matin de bonne heure en replay, mais malheureusement elle n'y était pas encore, donc je vais vite regarder pour voir tout ce qu'il a pu s'y dire, parce que malgré mon emploi du temps, je n'ai vraiment pas pu me libérer, et du coup j'étais un peu désolée, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental, et ce qui vient d'être dit aussi, clairement, me semble fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon, on va faire ça, on va regarder, on va aller vers là, sans parler d'abord des usagers et sans aller voir les usagers aussi. Donc il faut absolument organiser cela à partir de la base des acteurs. Et après, les politiques, ils arrivent en disant, ben ça, oui, peut-être qu'on peut aller plutôt vers là, prioriser ça et discuter tous ensemble pour faire cela. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un observatoire, donc c'est d'abord voir ce qui se passe, et puis après, c'est quand on décline ensemble tous les politiques publiques à mener, c'est comment on va les évaluer, ces politiques publiques, parce que peut-être que sur un domaine, on va être plutôt bon, et sur un autre, on va être moins bon. Donc là, il faut absolument arriver à évaluer ces politiques publiques, et l'observatoire sera là pour ça, et de le faire au niveau territorial assez macro, puis après aller vers le micro avec des enquêtes plus, comme je disais, qualitatives aussi auprès des usagers. Et moi, c'est vrai, par contre, c'est vrai qu'il y a un sujet moi, qui me tient vraiment à cœur, vous avez pu l'entendre, mais cette exclusion du numérique aussi qui n'est pas faite dû à la fracture du numérique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en considération aussi, parce que ça va nous faire des exclus, et des exclus au niveau social plus tard. Donc ça, il faut absolument qu'on l'intègre dès maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pallie à un constat, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il faudrait essayer, mais aujourd'hui on voit qu'il y a un gros problème émergent d'exclusion lié au numérique chez les jeunes, de cette capacité sociale qui en résulte, et donc là il faut le prendre à bras-le-corps avant que ça devienne trop général et trop problématique au niveau de la santé publique et du lien social entre tous les habitants et toutes les habitantes. Donc ça, c'est tous ces sujets, je pense qu'il faut mettre sur la table. Je pense qu'on peut aussi travailler de façon agile, c'est-à-dire que de ne pas attendre d'avoir fait tout l'état des lieux pour commencer à travailler et puis après pour commencer à évaluer, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent déjà, donc comment on les continue, etc. Voilà, et je pense qu'on peut le faire assez rapidement. D'abord aussi, je pense que ça c'est quelque chose qui me semble important. Je pense que UBIC est un partenaire essentiel dans ce genre d'observatoire, mais aussi des chercheurs. Ça me semble indispensable d'associer la recherche sociologique, mais aussi sanitaire, enfin plein de choses comme ça, d'avoir vraiment un corpus de chercheurs interdisciplinaires. Ça nous semble très important d'avoir ça au sein d'un tel observatoire. Et on sait aussi qu'on va pouvoir agréger d'autres données au sein de cet observatoire qu'on a déjà, et notamment des données sociales liées à l'analyse des besoins sociaux que font les CCAS, par exemple, au sein de tous les territoires. On va pouvoir agréger des données de l'éducation nationale, peut-être il va falloir aller chercher peut-être des données des RFIP justement pour voir la fracture sociale liée à la déclaration d'impôt, donc la fracture numérique liée à cette déclaration d'impôt pour l'analyser plus finement au niveau du territoire. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir sur ces questions, et je suis contente que la direction de la GINSI, en tout cas, porte ce projet, parce que c'est quelque chose qui me semble vraiment fondamental aujourd'hui. On entend dans votre intervention et dans celle de Clément Duluth le fait que, au fond, se mettre d'accord sur le point de départ et sur comment on progresse, c'est des façons d'agir ensemble et de coordonner les actions entre acteurs. Donc, peut-être en dernière boucle, un tout petit mot de Pierre Mazet, puisque vous venez d'évoquer le rôle que pouvaient jouer les chercheurs. Donc, qu'est-ce qu'on mesure, hein, je pense que c'est important. Et puis, et un tout petit mot un mot de Bruno Faregno, parce que précisément la coordination des acteurs à l'échelle d'une métropole, ça veut dire pas simplement comment est-ce que la grande ville de Bordeaux et la métropole déroulent leur copie, mais comment est-ce que ça parle ensemble. Et puis, Delphine Jamet, je vous passerai le mot de la fin en conclusion. Donc très très rapide, Pierre. J'ai des alertes de partout. Tu as des alertes. Non, c'était vraiment pour aller dans le même sens que Delphine Jamet, apporter peut-être
quelques éléments, puisque j'accompagne la mise en place le lancement de cet observatoire qui a commencé à travailler de manière assez récemment, mais qui a déjà fait plein de choses donc sous la direction d'Antoine Bégaudin, avec Gilles Massini et François Vergnaud. On a commencé déjà à faire un certain nombre de choses, mais il faudra regarder le replay pour aller un peu plus dans le détail. Simplement, effectivement, pour revenir sur ces éléments-là, un observatoire est produire de la donnée. D'abord, la donnée, il faut la produire, elle n'existe pas, elle n'est pas toute faite, contrairement à ce que le terme indique de manière très trompeuse. Une donnée, elle n'est pas donnée, il faut donc la construire, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Et des objectifs posés à l'observatoire dès le départ, qui est le premier, à ma connaissance, d'observatoire territorial qui travaille spécifiquement sur cette question de l'inclusion numérique. C'est vraiment de rendre visibles et saisissables des données au niveau territorial, donc sur le territoire de la métropole, mais pas simplement d'avoir des éléments de description, mais d'aider à la décision, d'éclairer la décision, aussi bien en amont de programmes à mettre en œuvre que dans une visée un peu plus évaluative d'impact d'une action qui a été menée. Donc ça, très clairement, ça fait partie des socles de l'Observatoire. Et d'ores et déjà, il a été adopté une vision très large de l'inclusion numérique, qui n'est pas uniquement focalisée sur les plus éloignés et les plus exclus, même si on sait qu'il y a un degré d'urgence à cet endroit-là. On ne veut pas se borner, enfin en l'occurrence, l'Observatoire ne veut pas se borner à ça. On est sur vraiment un observatoire des usages et des non-usages numériques qui envisage les choses de manière très large. Et les publics jeunes, typiquement, font déjà partie des sous-publics qui ont déjà été un peu pointés et focusés, pour le coup, sur lesquels on va récupérer de la donnée locale pour aller éclairer, alors non pas simplement le fait d'être jeune, mais en fonction du niveau de diplôme et de la jeunesse à un niveau territorial donné, qui est où, pour pouvoir mettre en œuvre après des actions qui soient centrées et focalisées sur des problématiques spécifiques. Merci Pierre. Un souhait d'avenir, Bruno Faregnaud, et ensuite il faut qu'on conclue, je crois. Alors, très rapidement, je voudrais rebondir juste sur ce qui vient d'être dit à propos des bases de données. On vient de vivre une crise sanitaire qui a mobilisé les enseignants sur des modes de travaux et de relations avec leurs élèves assez inhabituels, mais très intéressants. On sait le prix que coûte l'investissement dans les écoles. On ne l'a pas évoqué beaucoup tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps. Mais les investissements que font les communes dans le matériel à destination des scolaires est extrêmement important. Et on se pose toujours la même question. Quelle est la doctrine de l'éducation nationale en matière de numérique? Quels sont les bons outils et les bons outils qui auront leur agrément? On n'a jamais de position claire là-dessus. Donc moi, ce que je souhaite à l'avenir, c'est que d'abord, on puisse capitaliser ce travail exceptionnel qui a été fait par les enseignants. Moi, je vais parler du primaire parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, de voir ce qui était proposé aux élèves. Ce travail-là, il faut le capitaliser. Il faut qu'on arrive à monter au niveau de la métropole un véritable lieu de rencontre et de partenariat avec l'éducation nationale, parce que cette formation dont on a parlé et cette exclusion, une des meilleures façons de la lutter, c'est déjà de commencer à travailler contre l'exclusion dès le primaire. Et c'est bien là que vont se passer les premiers sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, y compris sur l'éthique et y compris sur les bons usages. Ça, développer le numérique sur un territoire, vous l'avez dit, hein, c'est pas uniquement effectivement la grande ville de Bordeaux, c'est aussi des villes comme la nôtre, mais j'ai un collègue de Saint-Aubin qui est ici, c'est encore une plus petite commune. C'est d'abord la proximité que doit avoir la métropole avec les opérateurs que nous sommes sur le terrain. Cette proximité, elle est déterminante dans la capacité qu'on aura à développer un système cohérent. La proximité, ça veut dire aussi la fluidité, la rapidité dans les réponses. Et donc, pour avoir une fluidité, une rapidité dans les réponses, ça veut dire qu'on travaille ensemble très en amont des projets, dans leur définition et dans l'ingénierie. À Blanquefort, depuis le départ, si on a réussi un certain nombre de petites choses, c'est qu'on a toujours placé l'humain avant de placer la machine. Et la deuxième chose, c'est qu'on a considéré que les outils devaient rester des outils. Donc c'est le projet qui détermine l'outil et en aucun cas des progiciels ou des logiciels auxquels nous devons nous adapter. Et ça, c'est une des difficultés. La DGNSI a fait un boulot remarquable en la matière pour tout ce qui concernait les logiciels administratifs dont nous avions besoin, pour les fournisseurs, pour que nous ayons des marchés où nous gagnions un peu plus d'argent que nous n'en dépensions hier. Mais maintenant, il faut qu'on ait ce travail de fond sur l'ingénierie de projet. Et donc, ça signifie une proximité avec les communes, quelle que soit leur taille, quel que soit leur nombre d'habitants.
Merci Bruno Faregno. On entend de votre intervention et de celle de Pierre Mazet qu'au fond, réduire les fractures, c'est aussi enrichir les continuités et les proximités. Alors je passe la parole juste pour un point technique à Sophie Woodville, avant de passer la parole à Delphine Jamet pour le mot de la fin. Merci beaucoup Jacques-François. Il est midi 1 ou 2, je crois. On va essayer de rester dans les délais. Juste un petit mot pour vous remercier de votre patience. Nous avons effectivement rencontré un léger problème technique pendant cette séquence, mais nous avons pu enregistrer la totalité de la séquence qui sera donc visible en replay normalement dès demain. En tout cas, merci beaucoup parce que vous êtes restés. Et Gilles, merci beaucoup d'avoir assuré la modération pour répondre à toutes les questions. Je laisse la conclusion à Madame Delphine Jamet. Merci à tous. Alors d'abord, c'est ma première conclusion de quelque chose, donc soyez indulgents. Donc tout d'abord, je voulais vraiment remercier les services de la GINSI pour cette semaine qui est vraiment finalement avec des petits moyens humains et financiers a réussi à faire quelque chose de, quand même d'assez extraordinaire. Donc merci à toutes et à tous vraiment pour cette participation et ce travail, parce qu'en plus travail réalisé dans des conditions pas forcément faciles puisqu'on est en 100% digitalisé. Donc un peu, enfin 99% parce qu'on est là aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu compliqué pendant la période estivale, après une crise sanitaire. Enfin, moi, je dis bravo quand même, parce que vous n'avez pas pris beaucoup de vacances du coup cet été, donc bravo, et puis profitez bien des vacances qui vont arriver parce qu'il le faut. Et voilà. Ensuite, je voulais vous donner quelques chiffres qu'on m'a donnés. Donc, il y a eu 1200 connexions cumulées cette semaine, 16 heures de programme, plus de 300 personnes par jour en audience cumulée, 50 experts et intervenants qui sont intervenus cette semaine. Donc, c'est bien. Bravo encore. Et tout ce travail va être à voir sur le site encore d'Aginum pendant quelques temps et après sur Solidarité numérique de Bordeaux. Ah oui, pardon, ma gourde prend toujours un peu d'espace. Donc à retrouver, et donc comme j'ai demandé aussi ce que je vous disais qu'il n'y aura pas d'accès, ça sera en accès libre pour tout le monde parce que ça me semble très urgent et important de le faire, et aussi avec une banque de données liée à tout ce qui a pu être dit aujourd'hui et pendant toute la semaine avec tous les liens qui ont pu être donnés par les intervenants pour pouvoir tous revenir sur tout cela. Et je voudrais terminer pour rebondir sur le propos de mon collègue et pour lui donner un peu la vision bordelaise de l'élu que je suis, mais aussi du coup de la conseillère métropolitaine déléguée au numérique, qui va de soi que sans l'importance des territoires et sans une vraie territorialisation de la politique publique aujourd'hui, on n'y arrivera pas. Et donc c'est important qu'il y ait d'équité territoriale et que la ville-centre ne doit pas tout absorber et ne doit pas tout ramener à elle-même. Et donc tout à l'heure, souvent je dis Bordeaux parce que j'ai passé 6 mois de campagne municipale sur Bordeaux, donc je suis un peu auto-centrée là-dessus. Mais en tout cas, je tenais vraiment à le dire, et ça sera pour toutes les communes de la métropole qui ont mutualisé. Et comme j'ai dit aussi, j'espère aussi ouvrir un peu plus ce champ de l'inclusion numérique, même aux communes qui n'ont pas mutualisé le numérique. Et donc, par exemple, tous les adjoints en charge du social de l'ensemble des communes avaient été invités, en tout cas, à suivre ces débats d'Aginum pendant toute la semaine, parce que c'est très important que tous nos collègues, même s'ils n'ont pas mutualisé le numérique, puissent voir ce qui se fait au niveau de la métropole. Et on va voir comment on peut intégrer aussi ces collègues-là, même s'ils n'ont pas numérisé le numérique, dans ces réflexions et dans cet observatoire, puisque ça sera un observatoire métropolitain et pas que sur les 14 communes qui ont utilisé le numérique. Donc, c'est 28 communes. Donc, voilà ce que je voulais finir. Je voudrais vraiment remercier encore toute l'équipe. Merci CapScience de nous avoir accueillis. Merci à Cédric O aussi d'être intervenu en préambule de cette semaine, avec une intervention qui était fort intéressante, parce que j'avais réussi à me connecter à ce moment-là. C'était un petit début de semaine. Et voilà, et merci à tous les intervenants qui ont pu participer à cette manifestation compliquée parce qu'on ne se voit pas en vrai. D'ailleurs, j'aurais aimé tellement échanger avec beaucoup d'entre vous, mais j'espère qu'on va bientôt sortir de cette crise sanitaire pour pouvoir tous se retrouver en vrai à un moment donné, parce que quand même les échanges humains sont quand même un peu plus agréables que par le prisme d'un écran. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.